Je m'appelle Anne, j'ai 31 ans et je suis actuellement conseillère financière dans une société d'investissement à Seattle. Je n'aime pas me vanter, je déteste le gaspillage et je ne vis absolument jamais au-dessus de mes moyens. Mes collègues aiment plaisanter en disant que je suis la femme qui vit dans une feuille de calcul, mais cela ne me dérange pas car je sais que chaque dollar que j'économise aujourd'hui est le fondement de la liberté que j'aurai demain. Je suis la plus jeune de 2 sœurs. Ma sœur aînée, Vanessa, a 4 ans de plus que moi. Si mon enfance était comme des pages blanches rangées dans un tiroir d'un coin, la sienne était une bande dessinée sur papier glacé exposée en plein milieu du salon aux lumineuses, célébrée et constamment chérie. Vanessa était toujours au centre de l'attention, des cheveux dorés, un sourire éblouissant et une voix qui pouvait arrêter une pièce en pleine conversation. Mes parents ne l'ont jamais admis, mais le favoritisme était toujours là, comme un manteau brillant sur chaque décision prise dans notre maison, du premier vélo, du voyage à l'étranger, à une fête de remise des diplômes du lycée qui ressemblait à un véritable banquet. Tout était pour Vanessa. Moi? Un dîner tranquille avec un toast du genre « Eh bien, tant que tu passes l'été » considéré comme suffisant. Vanessa s'est mariée tôt, 1 an seulement après avoir obtenu son diplôme universitaire. Son mari, Nathan, est ingénieur civil en construction. Ils ont 2 enfants, Ellie, 8 ans, et Brandon, 5 ans. Leur petite famille vit actuellement dans un appartement de 2 chambres au centre-ville, où les bruits de la circulation et les plaintes concernant le loyer montent comme un bruit de fond. Chaque semaine, lors des réunions de famille, Vanessa se plaint souvent d'être épuisée à force de jongler avec tout, que les enfants n'ont pas assez d'espace pour grandir et que Seattle est en train d'avaler lentement toute leur vie. Je ne compare jamais, mais parfois le contraste est trop frappant pour être ignoré. Alors qu'ils luttent contre des dépenses croissantes, moi, même en vivant modestement, je maintiens une vie stable et paisible. Je loue un petit appartement en banlieue, propriété des parents de Jenny, ma meilleure amie de fac. Ils me le louent pour la moitié du prix du marché parce qu'ils me font confiance et je ne les ai jamais laissés tomber. Je passe la plupart de mon temps à la maison à travailler à distance. C'est devenu une routine après la pandémie. J'aime la sensation de calme d'être assis devant mon ordinateur portable, avec une bibliothèque remplie de livres de finances derrière moi, une tasse de thé chaude à ma droite et une vue par la fenêtre des arbres qui changent au fil des saisons. Je n'ai pas besoin de grand-chose. Je rêve d'une petite maison avec un jardin où je pourrais faire pousser des herbes, écouter les oiseaux le matin et peut-être cuisiner le week-end. J'ai passé près de 7 ans à économiser pour réaliser ce rêve, ne pas manger au restaurant plus de 3 fois par mois, ne pas faire de courses à moins que ce ne soit sur la liste des besoins, ne pas avoir de dette de carte de crédit, ne pas acheter une nouvelle voiture si l'ancienne fonctionne toujours. Je refuse les vacances chic pour les randonnées à travers les montagnes olympiques. Les gens me traitent de minimaliste extrême, mais j'appelle cela la liberté de choisir. Je n'ai jamais reproché à mes parents d'avoir favorisé Vanessa, mais j'ai appris très tôt que si je ne planifiais pas ma vie, personne d'autre ne le ferait. Et c'est exactement pourquoi, lorsque le rêve de ma propre maison a commencé à me paraître à portée de main, je ne m'attendais pas à la tempête qui a suivi celle nommée « ma famille ». La semaine dernière, après avoir examiné les soldes de mes 3 comptes d'épargne logement, investissement et urgence, je savais que j'étais prêt. Non pas peut-être qu'une année supplémentaire serait meilleure, mais vraiment prêt. Assez pour un acompte, assez pour les frais et assez pour couvrir l'hypothèque pour les années à venir sans sacrifier mon mode de vie. Ce soir-là, je suis allé dîner chez mes parents, comme d'habitude, une réunion dominicale avec barbecue, pain à l'ail et conversation qui tournait généralement autour de l'école des enfants, du prix de l'essence ou du dernier problème de Vanessa avec sa machine à laver. Je n'avais pas l'intention de dire quoi que ce soit. Le plan était de rester silencieux, de tout finaliser, puis de partager. Mais alors que je parcourais les listes de propriétés en attendant le dessert, une image est apparue, une petite maison en bois avec un large porche et un jardin ensoleillé. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. « Qu'est-ce qui te fait sourire comme ça ?» demanda Vanessa en posant son jus d'orange. J'ai levé les yeux, hésité, puis j'ai décidé d'être honnête. Je suis à la recherche d'une maison. Je prévois d'acheter le mois prochain. Silence. Comme si je venais d'admettre que j'avais une vie secrète en Alaska. Ma mère posa sa fourchette avec un bruit délibéré. Acheter une maison par vous-même? Oui, je prévois ça depuis longtemps, répondis-je. Je veux un endroit paisible, proche de la nature, pas trop loin de la ville, mais loin des klaxons et de la circulation. Mon père haussa un sourcil. Vanessa m'a regardé comme si je venais d'annoncer que j'achetais un vaisseau spatial. Anne, a dit ma mère de cette voix qui ressemblait à de l'inquiétude mais qui ressemblait à un ordre,
tu ne peux pas penser à toi comme ça. Acheter une maison est une grosse affaire. Tu aurais au moins dû nous en parler d'abord. Je suis resté calme. Maman, j'économise depuis 7 ans. C'est mon argent. Je n'ai emprunté à personne. Je ne suis pas endetté. Vanessa intervint, sa voix un peu plus forte que d'habitude. Je ne dis pas qu'on ne peut pas acheter une maison, mais il faut anticiper. Une maison doit avoir de l'espace pour les autres, pas seulement pour vivre seul pour toujours. Et qui sont exactement les autres ici? Ai-je demandé, en plaisantant à moitié. Personne n'a répondu, mais les regards échangés entre ma mère et Vanessa m'ont mis mal à l'aise. Le lendemain soir, alors que je préparais les documents financiers pour la demande de prêt hypothécaire, j'ai reçu un SMS de ma mère. Je viens de parler avec Miss Karen à l'église. Il y a une belle maison à Cedar Ridge, 4 chambres, 3 salles de bain, un grand jardin où les enfants peuvent courir. Je vous enverrai le lien. Puis vint un flot de messages de Vanessa. Vous devez vérifier celui-ci. Super quartier scolaire, supermarché à proximité, il y a même un bureau à domicile. Si vous trouvez cet endroit, nous pourrions y venir plus souvent. J'ai regardé le salon géant, la cuisine de type hôtel avec 2 réfrigérateurs, et j'ai soupiré. Merci, mais je cherche quelque chose de plus petit et de plus silencieux. Vanessa a répondu par un seul mot, pourquoi? Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, pendant la pause déjeuner, ma mère m'a appelé, l'excitation dans la voix. Chérie, je viens de voir la maison sur Maple Street. Les propriétaires déménagent bientôt. Ils réduisent le prix. Le maître a un balcon et 2 petites chambres, parfaites pour les enfants. Il faut le voir. J'ai fermé les yeux pendant une seconde et j'ai répondu aussi doucement que possible. Maman, je n'ai vraiment pas besoin de beaucoup d'espace. Je n'ai pas d'enfant et je n'ai pas l'intention de faire emménager quelqu'un. Tu en auras envie toute la journée, argumenta-t-elle. Et même si ce n'était pas le cas, Vanessa et les enfants pourraient venir rester le week-end. Ils ont besoin d'espace. Un appartement, c'est beaucoup trop exigu. C'est à ce moment-là que j'ai compris, les pièces se sont mises en place. Les allusions, les regards échangés lors du dîner, les listes familiales, rien de tout cela n'était aléatoire. Ils ne voulaient pas seulement que j'achète une maison. Ils voulaient que je leur en achète un. Et je savais que si je restais silencieux, si j'y allais juste pour éviter de contrarier qui que ce soit, j'abandonnerais la chose la plus précieuse que j'avais construite dans toute ma vie d'adulte, une vie qui était vraiment la mienne. J'ai signé le contrat pour la maison de mes rêves par un beau matin d'avril. Une maison en bois de 2 chambres nichée au milieu des pins, au nord d'Everett, à environ 45 minutes en voiture du centre-ville de Seattle. Une cour arrière spacieuse, une petite serre et des plates-bandes surélevées déjà en place. Alors que je montais sur le porche et prenais les clés de l'ancien propriétaire, j'ai presque pleuré, non pas par sentiment, mais parce que pour la première fois, je choisissais ma vie. Aucune interférence, aucun réalisateur. Je l'ai gardé secret toute la semaine, prévoyant de le partager lors du dîner du samedi chez mes parents comme une heureuse surprise. J'ai imaginé un sourire fier de papa, un câlin en larmes de maman. Mais quand j'ai prononcé les mots « j'ai acheté une maison », la pièce entière s'est immobilisée. Vanessa posa son verre avec raideur, les yeux fixés sur moi. « Tu l'as acheté? Tu veux dire que tu as déjà tout signé? » J'ai hoché la tête, lui faisant un doux sourire. « Oui, la semaine dernière. J'emménage à la fin du mois. » Ma mère s'est redressée, posant sa main sur sa poitrine comme si elle venait d'entendre quelque chose de bouleversant. « Et comment as-tu pu prendre cette décision par toi-même? Tu sais que nous avons cherché une maison pour toi. » Nous. Je fronçai les sourcils, un frisson glacial me parcourant le dos. « Que veux-tu dire par « nous » ? Vanessa leva les yeux, sans expression. « Nathan et moi. Nous y avons réfléchi. La maison que maman a choisie est proche de la meilleure école primaire de la région. Ellie et Brandon auraient chacun leur propre chambre. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace. C'est parfait. » J'ai ri en silence. « Attendez. Vous parlez tous de cette maison comme si je l'achetais pour que toute votre famille puisse y emménager? » Mon père posa calmement sa fourchette, d'une voix basse et ferme. « Anne, tu es la seule de la famille à être financièrement stable en ce moment. S'entraider est ce que fait la famille. » Je me suis tourné vers ma mère. « Tu ressens la même chose? » Ses yeux ne le niaient pas. « Vous vivez seul, travaillez à domicile,
avait un revenu stable. Vanessa a du mal dans ce petit appartement. Les enfants n'ont pas d'espace. Si vous tenez à votre sœur, alors je devrais abandonner mon rêve pour soutenir la vie de quelqu'un d'autre? Je l'interrompis, la voix rauque. Personne n'a répondu. Nathan, qui était resté silencieux pendant tout le dîner, renifla légèrement, comme s'il avait été entraîné là-dedans à contre-cœur. Je peux aménager l'endroit, Anne. S'il s'agit de cette maison de 4 chambres, je pourrais en faire une configuration idéale. Sans frais. Je me tournai vers Vanessa. Tu sais quoi? En fait, je pensais que tu me demanderais au moins, de ne pas présumer, de ne pas faire de projet dans mon dos. Je ne pensais pas que j'en avais besoin, Vanessa haussa les épaules. Tu es ma sœur. Tu es plus que capable. Je suis coincé. Tu as le genre de stabilité que je n'ai jamais eu. J'ai repoussé ma chaise et je me suis levé. Aucun de vous ne m'a jamais demandé ce que je voulais. Et maintenant que j'ai enfin quelque chose que j'ai passé une décennie à construire, vous me regardez de haut comme si j'étais égoïste de ne pas l'avoir confié à la famille. Tu nous trahis, Anne, dit ma mère, sa voix tranchante comme une lame. Barbara, sur Maple Street, était prête à baisser le prix. Grande maison, quartier sûr. Tout le monde planifiait depuis des semaines, attendant juste votre oui. Je restai immobile un long moment, regardant autour de la table. Blâme sur un visage, attente sur un autre, déception silencieuse sur le reste. Personne n'avait demandé, Anne, es-tu heureuse? Que veux-tu? Je n'ai pas acheté une maison pour faire de la place à quelqu'un d'autre, dis-je lentement. Je l'ai achetée parce que je voulais une maison pour moi. Une vie que j'ai choisie. Et vous aviez tous tort de penser que vous pouviez simplement revendiquer cela sans même demander. J'ai attrapé mon sac à main et me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, Vanessa a laissé échapper, vous déchirez cette famille à cause d'une maison. Je m'arrêtai, la main sur la poignée de porte. Il ne s'agit pas d'une maison. Il s'agit d'être enfin assez vieux pour savoir qui vit ma vie et qui ne devrait pas la vivre. J'ai ouvert la porte et je suis sorti sans me retourner. L'air était frais, mais je me sentais plus chaud que depuis des années parce que, pour la première fois, je ne demandais pas la permission d'être moi-même. Je suis rentré dans mon ancien appartement, hébété, comme si je venais de sortir d'une bataille. La porte s'est fermée derrière moi avec un bruit sourd, m'isolant des disputes, des regards accusateurs et de la déception silencieuse accrochée à chaque regard sur cette table. J'ai laissé tomber mon sac par terre et je n'ai pas pris la peine d'allumer la lumière. Dans l'obscurité floue, je restais immobile, la poitrine creuse, comme si tout s'était effondré sans avertissement. Mon téléphone a commencé à vibrer moins de 30 minutes plus tard. D'abord, c'était ma mère, 3 appels manqués d'affilée. Puis un message de près d'une demi-page, vous devez reprendre vos esprits. La famille est la famille. Ce n'est pas un jeu. Ne laissez pas votre fierté tout gâcher. Puis mon père, appelle-moi maintenant. Je pose le téléphone sur la table sans répondre. L'écran n'arrêtait pas de s'allumer comme un rappel constant que j'avais perturbé leur version de la normale. Mais vraiment, qu'est-ce qui était normal? Moi étant toujours le plan de secours pour la vie de quelqu'un d'autre? J'ai allumé la lumière. La chaude lueur jaune remplissait le petit appartement bien rangé dans lequel j'avais vécu pendant plus de 6 ans. Le logement abordable offert grâce à la gentillesse des parents de ma meilleure amie. Je le voyais comme un refuge. Maintenant, c'était comme une salle d'attente avant le prochain chapitre. Le téléphone ne s'arrêterait pas maintenant. C'était un texto de Vanessa, es-tu vraiment à ce point sans cœur? Mes enfants n'ont rien fait de mal. Je pensais que tu comprenais. Il s'avère que tu ne vis que pour toi-même. Je m'appuyais en arrière sur ma chaise, une colère silencieuse montant en moi. Ils m'ont traité d'égoïste. Ils ont dit qu'acheter une petite maison avec mes propres efforts et ma discipline était une trahison. Mais au cours de toutes ces années, est-ce que quelqu'un m'a déjà demandé ce que je voulais? Quelqu'un s'était-il déjà arrêté assez longtemps pour voir comment j'avais vécu ou ce que j'avais sacrifié? À 11 ans, Vanessa est envoyée suivre des cours de danse jazz. Je me suis inscrite à des cours de mathématiques du soir parce que, tu es bon dans ce domaine, ne prends pas de retard. À 17 ans, Vanessa a acheté une toute nouvelle Jeep pour aller à l'université. J'ai reçu la vieille Civic de papa avec une tape dans le dos et un « elle fonctionne toujours, ne sois pas difficile ». À 20 ans, elle a étudié à l'étranger, entièrement financée par nos parents.
Je travaillais 30 heures par semaine juste pour pouvoir me permettre un collège communautaire. Et maintenant, quand j'ai enfin construit quelque chose pour moi-même, ils le voient comme quelque chose qu'ils peuvent simplement prendre pour aider celui qu'ils ont toujours privilégié. L'écran s'est rallumé, cette fois de la part de tante Cynthia, la sœur de ma mère, Anne. J'ai entendu ce qui s'est passé. Ta mère a le cœur brisé. Ne détruis pas ta famille pour un moment de rébellion. Puis de tante Hélène, tu sais, quand tu étais petite, ta mère disait toujours que tu étais la plus têtue, mais être trop têtue ne fait que te rendre seule. J'ai commencé à me sentir étouffé. La solitude n'était pas aussi terrifiante que d'être entouré de gens qui pensaient avoir le droit de dicter leur vie. J'ai éteint mon téléphone pour la première fois depuis des années. Je savais que j'avais besoin d'une nuit où personne ne pourrait m'atteindre, pas de voix familière, pas d'accusations silencieuses, pas de culpabilité discrètement implantée dans chaque mot. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, j'ai préparé du café et j'ai regardé la lumière du soleil passer à travers la fenêtre. La décision était claire, j'emménagerai dans ma nouvelle maison d'ici 2 semaines. Je ne partagerai l'adresse avec personne, sauf mon avocat, l'entreprise de déménagement et les 3 amis les plus proches qui n'avaient jamais jugé, seulement écouté et soutenu. J'ai programmé le transfert internet, payé la caution de l'équipe de déménagement et défini des rappels quotidiens pour emballer un objet, un livre, un petit rêve que j'avais autrefois rangé dans un tiroir à la fois. Ce soir-là, j'ai reçu un email anonyme intitulé « La famille ne devrait pas être abandonnée pour de l'argent ». Je n'avais pas besoin de le lire pour savoir qui l'avait écrit. J'ai juste ouvert mon ordinateur portable et j'ai répondu « Ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit de ne pas laisser de place dans ma vie aux personnes qui ne respectent pas les limites. » J'ai appuyé sur envoyer et j'ai fermé mon ordinateur. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis 1 an. J'ai déménagé par un lundi matin frais. Le camion de déménagement est arrivé à l'heure, aussi professionnel que le disaient les critiques. J'avais volontairement choisi un jour de semaine. Tous les membres de la famille seraient occupés par le travail ou les horaires des enfants. Personne n'aurait le temps de suivre. Même si j'avais changé de numéro de téléphone, supprimé mes réseaux sociaux et redirigé tous mes messages vers le nouvel endroit, je ressentais toujours le besoin d'un silence absolu. Je n'avais pas peur qu'ils viennent me chercher. Je ne voulais plus aucun d'entre eux dans mon espace. La petite maison située dans la rue bordée d'arbres de la ville de Monroe, à environ 1 heure de Seattle, a été le premier endroit où je suis entré et j'ai ressenti un profond soupir de soulagement. Personne ne me demande dans qui je prévois d'emménager. Personne ne vérifie si le salon est assez grand pour les fêtes de famille. Juste le bruit du vent à travers les érables, la lumière du soleil tombant sur le plancher de bois franc et le parfum chaud du pain dans chaque respiration. J'ai passé la première semaine à déballer, nettoyer et ranger les choses exactement comme je le voulais. Personne ne m'a empêché de peindre le bureau en vert olive. Personne ne m'a dit de ne pas gaspiller d'argent pour un treillis de tomates dans le jardin. Et pour la première fois, je me suis acheté un ensemble de patios juste pour le thé du matin, sans excuse, pour les invités. J'ai rejoint un club de jardinage local quelques jours seulement après avoir emménagé. La première rencontre a eu lieu chez Grace, une gentille femme d'une 50aine d'années avec un jardin de lavande fleuri et un doux sourire. Personne ne m'a demandé d'où je venais. Il se souciait uniquement de ce que je cultivais, si j'avais déjà taillé des roses et si j'étais intéressé à échanger des graines. J'ai également rencontré Liam, un homme de mon âge qui travaille comme paysagiste indépendant. Il est venu m'aider à réparer le système d'irrigation et à couper les branches qui bloquaient la lumière du soleil de mon treillis d'herbe. Nous ne parlions pas beaucoup de famille, et étrangement, cela ressemblait à un soulagement. Au milieu de conversations sur le sol, la lumière du soleil et la façon d'éloigner les lapins, je me suis retrouvé lentement à m'ouvrir à nouveau, naturellement, sans pression. Le travail allait mieux que jamais. Le travail à distance, sans messages stressants ni remarques passives-agressives, m'a permis de me concentrer et d'être plus créatif. Un projet que j'ai présenté à un client majeur a été approuvé en seulement 1 semaine, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Ma responsable directe, Karen, m'a appelé pour me féliciter et m'a dit que j'allais obtenir une augmentation, ainsi qu'une demande d'aide pour former les nouvelles recrues. Pour la première fois, j'étais reconnu, non seulement pour mes bons résultats, mais aussi pour mon identité. Chaque samedi, je me rendais à vélo au marché de producteurs du centre-ville, choisissais des légumes frais et discutais avec des vendeurs familiers. Une fois, j'ai aidé une petite fille à choisir le bon type de nom que sa mère avait écrit sur une liste d'épicerie. Plus tard, sa mère m'a invité à rejoindre un club de lecture local à la bibliothèque. J'ai dit, oui, pourquoi pas.
Personne là-bas ne savait que j'avais été traité de traître pour ne pas avoir laissé ma sœur emménager chez moi. Ils me connaissaient simplement sous le nom d'Anne, la femme au basilic prospère et au goût étonnamment raffiné en matière de livres. Parfois, j'apercevais encore des photos de Vanessa ou de ma mère à travers les réseaux sociaux de vieux amis. De vagues légendes sur des membres égoïstes de la famille ou des photos des enfants entassés dans une petite pièce avec des commentaires du type « heureux quoi qu'il arrive ». J'avais appris à les parcourir sans ressentir autre chose qu'un léger froncement de sourcils. Parce que j'avais cessé d'avoir besoin de leur validation. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais ceci, je ne suis plus la fille qui se plie dans le silence. Je ne joue plus le rôle que ma famille m'a écrit. Je m'ai choisi et c'est ce qui m'a sauvé. Un après-midi de fin d'automne, alors que j'étais assis près de la fenêtre en train de trier des paquets de graines pour le printemps prochain, la sonnette a sonné. Je pensais que c'était Liam ou Grace, mais quand j'ai regardé par le Judas, je me suis figé. Vanessa. Ses cheveux étaient lâchement attachés, ses yeux enfoncés et elle portait un vieux sac fourre-tout. Derrière elle se tenaient Ellie et Brandon, plus minces que la dernière fois que je les ai vus. Tous trois restèrent silencieux, sans dire un mot. J'ai ouvert la porte sans parler. L'air froid entra avec le souffle hésitant de Vanessa. Je n'étais pas sûr d'avoir encore le droit de frapper, dit-elle d'une voix sans reproche, seulement épuisée. Je ne les ai pas invités, mais je ne les ai pas non plus renvoyés. Nous sommes restés là dans un silence tendu pendant quelques secondes, puis Ellie a dit doucement, « Tante, maman a dit que si nous étions sages, nous pourrions voir ton jardin de fleurs. » Je me suis accroupi et j'ai doucement touché sa tête. Je viens de planter des chrysanthèmes blancs. Est-ce que tu aimes ça? Elle hocha la tête. Et c'est ainsi qu'ils sont arrivés, non pas en tant qu'invités bienvenus, mais en tant que personne ayant perdu ce privilège et trouvant, d'une manière ou d'une autre, une dernière chance. Vanessa ne s'est pas excusée tout de suite. Nous avons bu du thé en silence, regardant les enfants explorer attentivement le jardin, comme s'ils avaient peur de perturber la paix fragile qui entourait la maison. Puis elle parla enfin, sa voix à peine au-dessus du vent. Je pensais que tu serais toujours celle qui prendrait tout, comme avant, comme maman. Tu nous l'as appris, mais tu es plus fort que nous tous. Je la regardais, non plus comme l'enfant préféré, mais comme une mère prenant lentement conscience de ses propres limites. Je ne suis pas fort, dis-je, je suis juste fatigué d'être traité comme une obligation. Vanessa hocha la tête, les yeux rouges. J'avais tort de penser que le sang me donnait le droit d'entrer dans ta vie sans frapper. Je n'ai pas dit que je lui avais pardonné. Je ne l'ai pas accusé non plus. Tout ce qu'il fallait dire avait déjà été laissé de côté. Mais je savais que cela ne voulait pas dire que j'oublierais. 3 semaines plus tard, j'ai emmené Ellie et Brandon au salon du livre de la ville. Les enfants s'affairaient pour choisir des livres pour enfants et j'ai repéré Liam qui dirigeait une activité artistique pour les enfants sous un érable. Brandon a couru demander des peintures à l'aquarelle et Ellie s'est assise comme si l'endroit avait toujours été le sien. Liam m'a regardé et a souri, une chaleur et une compréhension dans les yeux. Ces deux-là ont l'air d'être déjà chez eux ici, hein. J'ai hoché la tête. On dirait qu'ils ont trouvé leur coin tranquille. Il n'a pas demandé grand-chose. Plus personne ici ne m'a posé de questions sur mon passé. Il ne se souciait que de la façon dont je vivais aujourd'hui. J'ai commencé à réaliser que l'espace autour de moi n'était pas seulement une maison. Chaque plante de basilic, chaque parterre de carottes, chaque livre sur les étagères en bois faisait partie d'une vie que j'avais construite de mes propres mains, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour moi et pour les personnes que j'avais choisi de laisser entrer. La famille, j'ai réalisé, n'est pas seulement une question de sang partagé. Ce sont les gens qui respectent vos limites, ceux qui frappent avant d'entrer dans votre cœur, ceux qui ne traitent pas votre gentillesse comme une obligation permanente. Grace m'a invité à la rejoindre pour le prochain festival d'hiver. Le club de lecture de la bibliothèque m'a désigné pour organiser la réunion du mois prochain, et Liam, il ne disait pas grand-chose, mais parfois il laissait un panier d'oranges à ma porte avec un petit mot, cueilli ce matin, reste au chaud avec du jus frais. Je souriais à chaque fois que je le voyais, et à l'intérieur, je me sentais rassasié. Merci beaucoup pour le rappel. Je vais réécrire la fin pour la rendre à la fois surprenante et logique, avec une profondeur émotionnelle, en restant fidèle à l'histoire d'Anne, un voyage de croissance, de limites et un cœur toujours ouvert aux remords sincères. Un soir, alors que je finalisais le plan financier d'un client, mon téléphone s'est allumé avec un message de Vanessa, je suis à la recherche d'un nouvel emploi. Je ne vous demande rien, je voulais juste vous dire que je me débrouille toute seule maintenant. Merci de ne pas claquer la porte. Je n'ai pas répondu tout de suite.
J'ai simplement levé les yeux vers le jardin, sous le doux clair de lune. La paix n'était plus un luxe. C'était le résultat d'un choix et je savais que j'avais bien choisi. La famille peut naître du sang, mais parfois les relations les plus profondes et les plus durables sont nourries par le choix, le respect et la gentillesse. Une semaine plus tard, j'ai reçu un email des RH, nous examinons les candidats pour le nouveau programme de formation financière. Une candidate, Vanessa Marks, a inclus une lettre de référence indiquant qu'elle avait été guidée par un conseiller indépendant au cours de son changement de carrière. Ce conseiller, c'est vous. Je me suis figé. Je ne savais pas que Vanessa avait pris autant d'initiatives. Qu'est-ce qui m'a encore plus surpris? Elle avait cité quelque chose que j'avais écrit un jour sur mon blog professionnel, tout le monde mérite un nouveau départ, mais vous devez faire ce premier pas par vous-même. Vanessa n'avait pas demandé d'aide. Elle ne m'a pas demandé de dire un bon mot. Elle a choisi une voie différente, montrant discrètement qu'elle changeait par l'action et non par les mots. Ce soir-là, en revenant du club de lecture, j'ai repéré un petit mot accroché à ma clôture en bois, Tante Anne, j'ai aidé maman à rédiger son CV. Je pense qu'elle fait de gros efforts, tout comme toi. Elle ne boit toujours pas le thé au gingembre de la bonne manière, mais je lui apprends. PS, as-tu planté plus de chrysanthèmes violets? C'était l'écriture d'Élie désordonnée, sincère et suffisamment pour me serrer la poitrine. Je me suis assis sur les marches de la rue et j'ai regardé les feuilles se balancer dans le vent du début de l'hiver. Je n'ai pas pleuré, mais quelque chose en moi s'est ramolli, comme la glace touchée par le premier soleil printanier après une longue et amère saison. Aucun d'entre nous n'est parfait, mais nous apprenons à grandir, non pas pour répondre aux attentes des autres, mais parce que nous voulons devenir de meilleures versions de nous-mêmes. 3 semaines plus tard, Vanessa rejoint officiellement le programme de formation interne. Elle est entrée dans le même immeuble où je travaillais non pas en tant que sœur d'Anne, mais en tant qu'elle-même. Et pour la première fois, je l'ai vu me faire un signe de tête dans le hall ou un accusé de réception silencieux qui semblait dire « Merci de m'avoir appris à frapper avant d'essayer de retourner dans votre vie ». Cette nuit-là, Liam est passé avec un panier d'oranges et quelques brins de romarin séchés. Aucune note, aucune explication, juste la présence discrète de quelqu'un qui n'avait pas besoin de connaître mon passé mais qui était toujours là lorsque j'étais prêt à le partager. J'ai posé le panier sur la table, j'ai préparé une théière et j'ai ouvert la fenêtre. L'odeur de la terre, du vent et du basilic frais du jardin s'enveloppait dans chacune de mes respirations. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais ceci, je le sais avec certitude, je ne vis plus pour plaire aux autres. Je vis pour être fidèle à moi-même et pour laisser la porte ouverte uniquement à ceux qui savent frapper avec humilité. Parce que parfois, les plus belles fins ne sont pas des retrouvailles ou des adieux, mais le moment calme où l'on peut enfin regarder quelqu'un dans les yeux, même de loin, et ne ressentir que la paix. Cette histoire nous rappelle avec force qu'être une famille ne signifie pas toujours être un endroit sûr. Parfois, les gens avec qui nous grandissons ne sont pas ceux qui grandissent avec nous. La vraie paix vient du courage de fixer des limites, de protéger votre espace et de choisir une vie qui honore qui vous êtes vraiment. Que pensez-vous de la décision d'Anne? Est-ce qu'elle protégeait sa paix ou lui tournait le dos? Faites-le nous savoir dans les commentaires.